Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Je suis heureux de vous retrouver sur La Traversée et nous allons aujourd'hui débriefer ou faire le retour de la session que nous avons eue avec Dorine Bourneton. Dorine qui est toujours d'ailleurs la première femme au monde handicapée et pilote de voltige, qui est écrivaine aussi et conférencière. Je vais revenir dans cet épisode sur les principaux messages qu'elle nous a délivrés. J'aimerais commencer d'abord par une citation. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est une phrase de Xavier Dolan, le metteur en scène, que Dorine reprend sur son site. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Belle idée. Et la perfection morale consiste en ceci, à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation, nous proposait Marc Aurèle. Ces 2 citations vont nous porter durant cette traversée. Dans cet épisode, je vous parle bien évidemment de notre capacité à prendre des risques et de bien gérer ses peurs pour avancer, comme nous le propose Dorine. Et puis aussi de créer, de garder un esprit d'entraide et de cohésion pour réussir en équipe et savoir partager sa réussite pour décupler la joie au sein de l'équipe. Je trouve que ça c'est essentiel. Ensuite, de rêver ou de visualiser sa réussite pour s'y habituer et bien engrammer dans son corps la réussite pour s'en resservir. Comment on fait ça ? Ensuite, je vous propose de savoir regarder, de se reconnecter ou se connecter à la nature pour décompresser ou se recharger en énergie. Et enfin, d'aller oser voir là où les autres n'ont pas encore été. En gros, développer son esprit d'aventure. Et en dernier, évidemment, je vous proposerai un conte. Alors commençons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas prendre des risques ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne prend pas conscience qu'évidemment, s'il y a des risques, il y a aussi des opportunités. Ça paraît assez évident. J'imagine, on vous l'a répété maintes et maintes fois, le risque et l'opportunité sont juste 2 facettes de la même pièce. Enfin, 2 faces d'une pièce. Et en conséquence, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas ? Alors, il y a le fait que l'on n'ose pas tout simplement parce qu'on a peur, mais on n'ose pas aussi parce que, on ne s'est pas entraîné à oser. Il faut aussi s'entraîner à prendre des risques. Et plus je prends cette habitude de risquer des choses, plus ça devient évident. Le stress qui était insupportable devient acceptable. Et la peur, disais-je, c'est la première opportunité qu'on a de prendre conscience que quelque chose nécessite de la vigilance. La peur, la fonction de la peur, c'est la vigilance. Donc si je prends conscience que j'ai peur, c'est que je dois développer de la vigilance. En cela, il n'y a pas de problème. Les 3 réponses à la peur, vous les connaissez. Freeze, fly and fight, les 3 F. Freeze, je ne bouge plus, comme le possum. Fly, je cours, je fuis. Et fight, je me bats. Alors, je peux simplement le faire avec des idées, avec des paroles, mais je peux aussi effectivement le faire en combattant. Et ces 3 aptitudes sont 3 aptitudes instinctives que vous n'avez pas à gérer, qui se produisent naturellement. Simplement, est-ce qu'elles sont toujours appropriées ? Des fois, peut-être, on devrait fuir et on ne fuit pas. Et il y a des fois, on devrait peut-être ne rien faire et on combat. Donc, il n'y a pas une réponse toute simple. Alors, souvent, ça demande de la sagesse. Et c'est pas
la qualité la plus développée sur cette planète, ou parfois ça demande du courage. Et donc, ça va être intéressant d'essayer de voir comment chacun de nous développons du courage. Alors je me suis posé cette question, en fait, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie si je n'avais pas eu peur? La première fois que je me suis posé cette question, je me rappelle, j'avais 16 ans. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas plus que ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas mal de capacités pour réussir, mais que au fond, je suis scotché à un niveau? J'étais encore timide, venant d'un super timide, on va dire, à l'aise avec ses amis, mais pas avec les autres. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de mes espérances ou de mes attentes, ou encore moins de celles de ma mère à l'époque. Je voulais être un champion, je voulais battre un record du monde, je voulais être dans le Guinness, je voulais, je sais pas, être chanteur de rock, plein de choses. Et quand ma mère est décédée, quelques années après, j'ai pris conscience que, voilà, je m'étais posé cette question et que j'y avais pas vraiment répondu. Et j'ai encore porté davantage sur mes épaules ce choix d'être quelqu'un de remarquable. En fait, j'avais peur de décevoir. Des années ont passé avant que je puisse me libérer de cette peur. Et j'ai pris conscience qu'après un travail sur moi, que j'étais captif de ma propre peur. J'étais prisonnier de mes propres peurs, et pas seulement celle de décevoir ma mère, bien évidemment, mais aussi ensuite de mes enfants. J'en ai eu 4. J'avais peur de pas être un assez bon père, j'avais peur de passer à côté de la vie, donc j'étais impatient. Ou encore que je ne sache pas exactement ce que je devais faire dans cette vie. Alors que lorsque je dépasse ma peur, eh bien, je me sens libre. Vous vous sentez libre? Yes! Waouh! Et c'est ce qui m'a reconnecté à la joie. Cette joie qui ne m'a plus quitté depuis. Et vous? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Moi, ça m'a reconnecté à la joie. Ça m'a reconnecté à oser affronter. Alors, j'ai pris des circonstances un peu particulières. J'ai osé aller affronter des loups. J'ai travaillé avec des baleines, des dauphins en situation. Les éléphants, bien évidemment, aussi. Et puis d'autres animaux. Vivre une nuit tout seul en forêt ou d'autres circonstances de ce type-là, mais parce que j'avais vraiment besoin de dépasser mes peurs, d'aller au-delà de ce processus. On n'est pas tous obligés de faire ça. Et prenons conscience que on vit dans un monde anxiogène, tant au niveau de l'humanité que, on pourrait dire, au niveau de vos projets, votre entreprise. Et donc beaucoup d'excellents managers, d'excellents de personnes aptes normalement à gérer leur situation se trouvent aujourd'hui dans des impasses. Des impasses pour gérer leurs collaborateurs, des impasses pour gérer la scolarité de leurs enfants, des impasses pour, je sais pas, soutenir leurs proches ou aussi leur équipe. Donc avec des objectifs qui sont souvent remis en question. Donc tout ça, ce sont des challenges dans un environnement hostile. Et pour moi, la peur est votre plus grand danger. Si vous ne gérez pas votre peur, elle va vous laminer. Qu'est-ce qu'on fait dans le management de l'incertitude? Comment on gère tout ça? Eh bien, la seule chose qu'on doit faire, c'est exactement comme le pilote peut-être pas dans les nuages. Dans les nuages, j'ai cru comprendre que le risque de l'accident est très fort. Et donc, il faut évidemment se concentrer sur ce qu'on mesure. Eh bien, quand on ne voit pas grand-chose, moi, je me rappelle toujours que pour aller de là où je suis à la ville où je veux aller en voiture, de nuit, je n'ai pas besoin de voir l'objectif, la ville où je dois arriver. Je dois voir à 300 mètres ce que mes phares éclairent. Pour me permettre de voir les panneaux, ça suffira. Non, je ne connais pas la route, je vais la découvrir au fur et à mesure. Je pourrais dire comme d'habitude. Et les risques, c'est juste ça. C'est prendre le risque de ne pas tout voir. Prendre le risque de ne pas savoir exactement quand je devrais tourner. Prendre le risque d'aller où les autres n'ont pas été. C'était une des phrases de Dorine. Donc dans le management de l'incertitude, l'opportunité, c'est de manager la motivation, c'est de grandir. C'est la clé pour chacun de nous, c'est la responsabilisation. Oser se responsabiliser qui permet de grandir en soi. Et ça évite en fait la démotivation, les râles, les plaintes ou la culpabilisation. Ça, c'était mon premier point. Oser parler de la peur et de ses conséquences.
Alors pour ça, justement, je pense que le deuxième point, c'est oser se faire aider. Oser l'entraide, oser la cohésion. Donc développer un esprit d'entraide, ça se développe. Pareil, ça s'apprend parce que quand on est plusieurs, eh bien, il y a des frictions, il y a des endroits où on a peut-être pas tout à fait sa place, où l'autre prend un peu ma place, où je prends peut-être la place de l'autre. Donc il faut apprendre à être ensemble et à réussir ensemble. Et réussir ensemble, j'ai trouvé très beau aussi cette phrase qu'elle nous a dit, que c'était de partager sa réussite. Voilà. Pour que chacun ait une place. Donc partager une réussite commune. Oser dire qu'on a réussi ensemble. Oser dire que je ne suis pas le seul dans ma réussite, bien évidemment qu'on n'est jamais seul. Et l'ego nous fait souvent dire j'ai réussi, c'est moi. Alors que on est juste le fruit de milliers de rencontres, de milliers d'échanges. Et donc se rappeler que la réussite, elle se partage. Elle se partage avec tous ceux qui m'ont aidé à réussir. Et ça augmente la joie. Et le fait de décupler sa joie, puisque la joie se transmet, puisque la joie est un vecteur de bien-être intérieur, elle va permettre de s'expanser, aussi d'expanser, puisque la joie s'expanse, elle va permettre de s'expanser, de prendre plus de place, d'énergie, et donc le couple, l'équipe, peu importe la taille du groupe qui a réussi, va faire savoir à d'autres, et ainsi de suite, et donc la réussite et les bons exemples se propagent. Donc oser partager sa réussite, oser réussir en équipe, c'est vraiment juste fondamental de ne pas réussir seul. Parce que sinon, on croit que on est seul pour réussir et que évidemment, on va toujours plus vite tout seul, mais on va toujours plus loin ensemble. Et le troisième point, pour moi, c'est de rêver, rêver grand, et oser rêver grand, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais aussi se visualiser en train de réussir. Se visualiser en train de réussir, c'est donc utiliser une capacité de notre cerveau d'imaginer, de voir, de se proposer quelque chose et de nous faire vivre quelque chose comme un rêve éveillé dans lequel je ressens, donc c'est quelque chose de kinesthésique, je ressens l'ensemble de la joie, je ressens aussi les gestes, ce que je dois faire, les attitudes, les comportements, la posture. Et donc en me visualisant en train de réussir, je visualise aussi la capacité que je vais avoir à progresser, comme dans le dernier exemple aussi, pas le dernier, mais on avait parlé avec... je crois avec Eunice Barber, c'est la notion de loop back, donc la notion d'apprentissage permanent de la nature, de cet apprentissage que nous pouvons avoir par cette boucle de rétroaction. Eh bien, le fait de se visualiser ou de ressentir la réussite me permet ou permet à mon corps de commencer à croire ce que c'est possible. Et une fois que je suis dans cette, je dirais, dans cette direction, dans ce chemin, eh bien mon corps me met d'abord en réussite, se met d'abord au niveau qu'il est nécessaire pour réussir. Et donc ça change tout, parce que quand je suis dans un état d'esprit de réussite, je suis effectivement déjà beaucoup plus en chemin vers la réussite. C'est comme si je partais courir et au moment de partir, quelqu'un me disait attention, t'as pas fait tes lacets. En fait, ça me met pas vraiment dans le truc de réussir, même si peut-être que c'est intéressant que je sache que je n'ai pas fait mes lacets, mais c'est important que je sache sur quoi je me focalise. Je me rappelle toujours, son nom m'échappe quelques instants, mais un coureur du 400 mètres haies aux Jeux Olympiques, qui était le meilleur coureur de l'époque, un Américain, il me semble bien, courait le 400 mètres haies, il me semble, en 13 foulées, et il avait justement ses grands lacets ouverts, et on se disait à chaque foulée, est-ce qu'il va pas marcher sur ses lacets, s'étaler, alors qu'il avait 1 mètre, puis 2 mètres, puis 3 mètres, puis 4 mètres, et je crois même qu'il avait battu le record du monde ce jour-là, malgré ses lacets défaits. Donc voilà, c'est possible aussi de faire des choses extraordinaires, même si on n'a pas tous les atouts au départ. Alors, oser se visualiser dans la réussite pour engrammer cette capacité dans son corps. Et un des points pour moi qui est important, c'est donc de créer une sorte de discipline, un rituel. Pour moi, c'est important de prendre conscience que visualiser, c'est un rituel. C'est ni plus ni moins, c'est
comme je me lave les dents, eh bien je peux avoir un rituel et y mettre quelque chose dedans. Donc c'est une discipline. La philosophie, c'est une discipline. La musique, c'est une discipline. La danse sont des disciplines différentes. Eh bien, leur pratique crée une discipline de vie propre à chacune d'entre elles. Et donc, pour nous accomplir, nous avons besoin de discipline et pas seulement de rigueur. La rigueur, c'est une forme, un moyen, alors que la discipline, pour moi, c'est un axe. Il y a d'autres formes, évidemment, nécessaires ou possibles à créer. Et donc, les rituels sont des moyens, des jalons le long de cet axe, qui est la discipline. Donc, comme vous le savez, le bonheur, la joie, l'amour, le fou rire ou le calme sont contagieux, à l'instar de la plainte, de l'énervement, de la colère et de la tristesse, ou encore de la haine. Alors, quel camp vous avez choisi? Celui des joyeux, des sereins, des grincheux, des plaintifs? Quelle discipline allez-vous mettre en œuvre pour vous y tenir? Ou de quelle autodiscipline nécessaire à votre entraînement ferez-vous le choix? Eh bien voilà, ça parle de ça, la maîtrise de soi, ou la maîtrise de la situation dans laquelle je peux mettre en œuvre cette discipline. Alors, plus je m'habitue à visualiser quelque chose que je veux réussir, plus inconsciemment je vais mettre en place une discipline pour y arriver. Je vous invite à tenter l'expérience. Alors peut-être que je peux vous donner quelques questions. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer? De quoi vous avez vraiment besoin? Pour moi, c'est les 3 premières questions que vous devriez vous poser. Qu'est-ce que je veux mettre en œuvre? Qu'est-ce que je veux changer? Ou qu'est-ce que je veux améliorer? De quoi j'ai besoin pour y arriver? Et après, qui peut m'aider de manière régulière? À qui je dois associer comme équipe de réussite, comme équipe de soutien, comme équipe de cohésion pour y arriver? Et donc après, la première chose, c'est quelle est l'étape? Quelle étape par laquelle je vais commencer? Comment je vais assurer, mesurer mon progrès? En fait, c'est quoi les mesures, les KPI que je vais mesurer pour y arriver? Et donc, ce qui va me permettre de tenir cet axe, focalisé, de me focaliser, eh bien, c'est la discipline dont on parlait. Et donc, quelle discipline vous allez mettre en œuvre pour vous? Un des moyens pour moi qui m'a aidé aussi, c'est la modélisation, c'est donc de m'intéresser à quels sont les gens qui ont déjà eu une discipline et comment je pourrais copier, les regarder, m'entraîner, me documenter sur eux ou sur leur discipline, comment m'en inspirer. Ou bien comment m'inspirer de certaines personnes qui ont des comportements, des attitudes, des postures de réussite et qui me permettront de moi-même de réussir dans ce que j'ai à entreprendre. Et après, je vais rajouter des rituels. Des rituels pour m'autodiscipliner. Par exemple, moi j'ai un rituel, c'est quand je me couche le soir, je fais attention de prendre quelques instants avant de me coucher pour libérer mon esprit. Je parle à mon inconscient pour libérer mon esprit, pour m'endormir avec les meilleures pensées. Et puis, idéalement, je reprends les 3 choses extraordinaires, les 3 choses sympas, les 3 choses avec lesquelles j'ai envie de m'endormir. Et puis si je sais que demain j'ai des choses à faire ou des gens à rencontrer, j'essaie de me dire « Ah ouais, ça va être génial, ça c'est top ». Voilà. Et donc ça c'est des rituels. Chacun de nous peut créer des rituels, il y en a juste des tonnes, qui nous permettent de mieux fonctionner. Donc je vous invite à inclure dans votre discipline des rituels. Et puis, et donc ça va aller dans vos routines de visualisation. Alors je vous disais, après, moi, une de mes disciplines aussi, c'est de regarder la nature. C'est un livre ouvert en permanence, et donc d'oser regarder la nature, c'est aussi regarder le potentiel qui nous est offert autour de nous. C'est pour moi un lieu pour se ressourcer, pour s'énergiser, et Dorine nous en parlait dans les montagnes du Forez, où elle allait, enfant, ou même dans lequel elle va aujourd'hui encore adulte. Eh bien, c'était une manière de se ressourcer, de se reconnecter à elle-même, de se reconnecter à la nature, parce que je crois que peu importe ce qu'on veut accomplir, mais à partir du moment où on veut accomplir quelque chose de grand, il est nécessaire de garder de l'humilité. Humilité, humus, terre, donc ça veut dire être connecté à la terre. Venir se reconnecter à la terre pour rester serein, pour rester calme, pour éviter évidemment de laisser partir l'ego ou des pensées qui nous mettraient dans la peur aussi. Et donc, cette humilité, cette énergie ressourçante de la nature est un des moyens, pour ma part, de garder cette discipline, de me garder focalisé. Donc, j'aime me promener dans la nature, j'aime
réfléchir dans la nature, j'aime lire dans la nature. Je fais beaucoup de choses, idéalement, entouré d'arbres, de plantes. Euh, et puis même, je regarde aussi les animaux, je regarde les fleurs. Je me merveille de la capacité que, je ne sais pas comment appeler ça, peu importe comment vous l'appelez, le grand tout, l'univers, Dieu, a créé tout cela, et ou si vous ne croyez en rien, en tout cas à la beauté du monde. Et je suis toujours fasciné par ça. Et cet émerveillement me reconnecte justement à l'enfant qui est en moi, à celui qui a des grands rêves. Donc ça m'aide à rester aussi dans ma discipline. Ça fait partie de mes rituels. Et pour finir, j'avais envie évidemment qu'on revienne sur cet esprit d'aventure dont Dorine nous parle. L'aventure. Qu'est-ce que l'aventure? Est-ce qu'on peut encore explorer? Je me définis moi-même comme un explorateur de la joie ou un aventurier de l'humain. Voilà, toujours dans la rencontre des hommes, des autres. Eh bien, quelle aventure je vis. Et voilà, peu importe les peuples que vous rencontrez, certains ont vivre des expériences absolument dingues, mais on n'a pas besoin d'aller vivre très loin. Je pense que rencontrer son voisin, c'est des fois extraordinaire, des fois c'est une aventure. Le nombre de personnes qui ont des choses extraordinaires à vous raconter. Donc voilà, ça c'est un de mes icebreakers, les choses que je mets dans mes journées avec mes clients ou les autres, c'est de toujours leur poser la question de quelles sont les choses extraordinaires que vous avez vécues dans votre vie que vous aimeriez partager maintenant. Et il y a toujours des choses extraordinaires dont les gens n'ont même pas conscience qu'elles le sont. Alors pour moi c'est ça aussi, oser l'aventure, oser l'extraordinaire en vous. Vous avez un potentiel, la peur existe et elle existera toujours. Donc c'est, comme elle disait, certaines personnes pensent que c'est une warrior et donc c'est facile pour elle. On m'a souvent prêté ce genre de choses aussi, que voilà, c'était facile pour moi. Non. Moi je doute tout le temps en tout cas. Et même si je doute, j'ai appris à prendre des décisions et appris à oser. Et je ne suis pas capable de faire ce que fait Dorine, c'est-à-dire notamment de piloter un avion et encore moins de faire de la voltige. Mais voilà, peu importe ce que j'ai réalisé, peu importe ce que vous avez réalisé, les choses que vous pouvez encore réaliser sont infinies. Infinies. Et quel que soit d'ailleurs le handicap que vous avez, je rencontre tellement des gens qui sont sacrément handicapés. Alors handicapé, on n'est pas obligé d'handicapé physique, ça peut être mental, moteur, cérébral, enfin psychologique. Il y a des gens qui sont, pour moi, handicapés de l'émotion, des gens qui ne savent pas aimer, des gens qui ne savent pas recevoir de l'amour. Enfin, il y a plein d'handicaps différents, on n'est pas tous égaux, bien évidemment. Mais pour autant, chacun peut aller se dépasser, chacun peut aller là où encore l'autre n'a pas été. Personne ne peut aller dans votre cerveau et oser aller expérimenter et vivre tout ce que vous avez à vivre. Donc pour moi, c'est toujours une opportunité que d'aller oser expérimenter ce que je n'ai pas encore expérimenté. Je le dis souvent, je n'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire. La vie que je vis ou que j'ai déjà vécue me paraît absolument dingue. Tout ce que j'ai pu vivre, expérimenter avec des gens extraordinaires dans tous les pays dans lesquels j'ai pu aller. Plus de 43, j'avais fait le compte hier fois, où j'ai travaillé. Et donc, voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie m'a réservé, et je suis sûr que la vie vous a aussi réservé des cadeaux, même si des fois, on trouve que ceux des autres sont plus beaux. Voilà, mais je suis sûr que vous avez des cadeaux extraordinaires. Regardez-les bien. Et je voulais finir avec un conte sur la peur. Alors, je vais vous raconter une histoire qui parle de la peur et de ses méfaits. Alors c'est l'histoire d'un roi qui se trouve en Provence. À l'époque, la Provence était entourée d'une muraille, en tout cas dans la partie nord, qui empêchait, soi-disant, la peste de traverser. Et donc, évidemment, il y avait un contrôle auprès des portes de cette muraille. Et un jour qu'il se baladait au nord de sa région, il se trouve face à face, nez à nez, avec deux personnages qui correspondent tout à fait à ceux que vous voulez éviter de rencontrer dans la vie.
en l'occurrence, ici, la mort et la peste. Avec un froid dans le dos, il se dirige vers eux et leur demande ce qu'ils font sur ce territoire. Le territoire qui est protégé, le rappelle-t-il. Alors, la lèpre s'avance et lui dit simplement « Nous sommes là pour te proposer un deal. 500 âmes et on épargne le reste. » La mort répète « 500 âmes et on épargne le reste. » Alors, le roi réfléchit vite. Il voit en cette situation une opportunité de se débarrasser du village en face de son château, de l'autre côté de la colline. Il y a un petit village d'irréductibles avec lequel il n'arrive pas à fonctionner. Ils sont à peu près un peu plus que 500. Allez, il fait un pacte. 500 âmes, pas une de plus. 500 âmes, pas une de plus, répètent la mort et la peste. Il les laisse passer et continue son chemin. À la fin de la journée, quand il rentre chez lui, il est surpris de voir des fumées. Des fumées dans le ciel, et quelques-unes semblent venir de son château. Alors, au triple galop, il se dirige vers son château. Et là, évidemment, sur le chemin, il voit des gens se lamenter, des feux se préparer. La peste, est passée par là. La peste est passée par là. Il y avait 500 âmes, explicitement à un endroit convenu. Alors, hors de lui, il décide de poursuivre ces deux individus, la mort et la peste. Il cherche, et il les trouve. Au moment de les arraisonner, il sort son épée, prêt à se battre. « Oh là, Tchoudou, que nous veux-tu, messire ? Eh bien, nous avions un deal, un pacte, dis-je. 500 âmes, pas une de plus. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait. Là où tu nous as dit, nous avons été. 500 âmes, pas une de plus. Nous avons respecté strictement notre parole. Mais pourtant, dit le roi, j'en ai vu partout, des morts, partout, bien au-delà de l'endroit précis que je vous avais indiqué. Ah, ça, c'est pas nous, répond la mort. Ça, c'est pas nous, répond la lèpre. Ça, c'est la peur. Nous, on a fait notre job, la peur a fait le reste. Et oui, si vous ne faites pas attention, la peur fera toujours le reste. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.